Mon frère jumeau est venu me voir à l'établissement psychiatrique, le visage couvert de contusions. Quand j'ai compris que son agresseur était son propre gendre, Baptiste Dubois, j'ai su quoi faire. Nous avons échangé nos places. Je suis Vincent Moreau, 68 ans, ancien commando marine avec des problèmes de gestion de la colère. Mais la souffrance de Léo justifiait ma fureur. J'étais derrière le centre de soins pour vétérans de Marseille quand la Bentley argentée de Léo s'est arrêtée. Il boitait et ses lunettes noires cachaient mal un œil enflé, violet et jaune, ainsi qu'une coupure fraîche. Il tressaillit à mon approche. Qui t'a fait ça, Léo? Ai-je grondé. Tremblant, Léo a murmuré qu'il était juste tombé. Je l'ai serré, exigeant la vérité. Il a fondu en larmes. C'est Baptiste, mon gendre. Il voulait les pleins pouvoirs sur l'entreprise. Quand j'ai refusé, il m'a poussé et a menacé de couper mes médicaments pour le cœur. La fureur m'a aveuglé. J'ai regardé mon frère, puis mon propre reflet. Nous étions identiques, hormis ma barbe et le feu dans mes yeux. Ma décision fut immédiate. Donne-moi ton costume, ai-je ordonné. Tu restes ici, te reposes. Je vais chez toi. Léo, terrifié, a averti « Baptiste est dangereux ». J'ai ri. Il est directeur financier, Léo. J'ai traqué des hommes dans la jungle. Qui l'essaie? Aux toilettes, j'ai rasé ma barbe. Dans le miroir, je voyais Léo. Mais mes yeux trahissaient le prédateur. J'ai enfilé son costume italien, pris ses affaires. Repose-toi, mon frère, lui ai-je dit. Quand je reviendrai, tes problèmes seront réglés. J'ai marché vers la Bentley, mon cœur battant la chamade. Le loup entrait dans la bergerie. Le domaine de Léo était une forteresse. Dès la porte franchie, l'air s'est refroidi. Baptiste Dubois, grand, à la beauté superficielle, est apparu. Il a arraché la mallette de ma main. Tu as signé les papiers, vieil homme? J'ai dû puiser dans toute ma discipline pour ne pas lui briser le nez. J'ai baissé la tête, affaissé mes épaules, canalisant la peur de Léo. J'ai besoin de plus de temps, Baptiste, ai-je bafouillé. Baptiste, d'un air dégoûté, ricana. Tu es inutile, Léo. Sans avertissement, il me donna un coup de pied violent au tibia. Une douleur me traversa la jambe. Mon instinct fut de le plaquer au sol, mais je me retins. Pas encore. Je m'effondrai, feignant la douleur, et m'agrippai à ma cheville. Baptiste rit. Pathétique. Lève-toi. Pas de dîner gastronomique pour les parasites. Tu mangeras les restes. Il m'enjamba et monta l'escalier en sifflant. Je restai un instant au sol, frottant ma cheville. La douleur me rappelait ma mission. Regardant le lustre, je me promis que Baptiste regretterait d'être né. Je me relevai lentement, m'appuyant lourdement sur la canne. Je n'agissais plus. Je chassais. 2 heures plus tard, à la table d'acajou, Baptiste savourait une queue de homard et un risotto aux truffes. À sa droite, ma nièce Manon, lasse, évitait mon regard. Devant moi, la domestique avait posé un bol de flocons d'avoine tièdes et aqueux, un geste de pouvoir. Je saisis la cuillère, ma main tremblant à dessein. Manon murmura, sans lever les yeux, « Papa, mange vite et va te coucher. » Sa voix me brisa le cœur. Elle savait ce que son mari faisait subir à son père et se taisait, protégeant son confort. À cet instant, je compris qu'elle n'était pas une victime, mais une complice. Baptiste fit tournoyer son vin rouge avec un sourire prédateur. « Léo, le sous-sol serait peut-être plus sûr pour toi. Moins d'escalier pour que tu tombes. » Il insista sur le mot, se moquant du mensonge forcé. Je continuai à manger, la tête baissée. « Je ne peux pas déménager au sous-sol, Baptiste, » murmurai-je. « C'est humide, pour ma poitrine. » Baptiste frappa la table. « Arrête de te plaindre. » Il se leva, saisit la bouteille et s'approcha. « Tiens, ça te fera taire. » Il remplit mon verre à ras-bord, puis continua de verser. Le vin déborda sur la nappe immaculée, coulant sur ma main. « Oups !» dit-il, avec sarcasme. C'était le moment. Je retirai ma main comme si je m'étais brûlé. Mais au lieu de la ramener à moi, je la projetai. Elle heurta le verre de vin, l'envoyant s'écraser sur le pantalon immaculé de Baptiste. Une tache rouge sombre s'étala sur son entrejambe et ses cuisses, ressemblant à une blessure par balle. La pièce devint silencieuse. Baptiste fixa son costume ruiné, le visage virant au violet.
Espèce de vieille baderne sénile, hurla-t-il. Je me recroquevillai sur ma chaise. Je suis désolé, génis-je. Ma main a glissé comme la tienne. Manon haleta. Tremblant de rage, Baptiste attrapa le bol de flocons d'avoine et le lança, écrasant la bouillie grise contre le papier peint. « Nettoie ça !» siffla-t-il. « Mette-toi à genoux et nettoie chaque goutte, Léo. S'il reste une tache de main, tu dormiras au garage. » Il quitta la pièce en claquant la porte. Manon le suivit, me laissant seul. Après un instant de silence, je m'approchai du désordre. Je m'agenouillai, non pour obéir, mais pour inspecter. Je ramassai un éclat du bol brisé, tranchant comme une lame. Un sourire froid étira mes lèvres. Je n'étais pas en train de nettoyer, mais d'analyser un champ de bataille. Baptiste pensait m'avoir brisé, humilié. Il n'avait fait que me montrer ses faiblesses, son manque de discipline et de contrôle. Je pris le couteau à steak de Baptiste, émoussé mais suffisant, et le glissai dans ma poche. Cette nuit, le loup dormirait d'un œil. La guerre psychologique commençait. Baptiste me traitait comme un chien, mais il oubliait qu'un chien acculé mord, et ma morsure serait puissante. Dans l'obscurité de la chambre, j'attendais. Un commando marine ne dort jamais vraiment en territoire ennemi. Mes sens étaient en alerte. L'insomnie de Léo n'était pas une malédiction, mais un instinct de survie. 2 heures du matin. La maison était silencieuse. Mais je n'étais pas seul. Immobile, ma respiration imitait un sommeil profond, une discipline acquise des décennies plus tôt. Un plancher craqua dans le couloir. Quelqu'un était devant la porte. Je restai immobile, les yeux fermés, mon ouïe en éveil. La poignée tourna, le loquet s'ouvrit. Un courant d'air froid s'insinua. Baptiste venait jouer son jeu nocturne. Léo m'avait décrit ces nuits où il se réveillait confus, craignant de perdre la tête. Dans le noir, je connaissais la vérité. Ce n'était pas la démence, mais une manipulation mentale, une campagne de terreur psychologique pour le pousser vers un établissement et s'emparer de sa fortune. J'entendis ses pas nus sur la moquette. Baptiste s'approchait, son odeur de scotch et de cologne entêtante. Il s'arrêta juste à côté du lit, sa présence planant sur moi. « Léo, réveille-toi » murmura-t-il d'un sifflement. « Tu as encore laissé le gaz ouvert. Tu essaies d'incendier la maison ?» Je restais immobile, mon adrénaline maîtrisée. Il cherchait à implanter de faux souvenirs, à provoquer la panique. Baptiste se pensa. Le matelas s'affaissa. Il atteignit la table de chevet de Léo, où reposaient ses médicaments pour le cœur et son eau. Le verre tinta. Il déplaçait les objets, pour que, au matin, Léo doute de sa raison en cherchant ses pilules égarées. « Tu es inutile, vieil homme !» siffla Baptiste, plein de venin. « Tout le monde attend ta mort. Manon aussi, surtout. Elle déteste s'occuper de toi. Elle veut l'argent, Léo. Nous voulons tous l'argent. » Il me fallut toute ma volonté pour ne pas l'étrangler. Entendre diffamer ma nièce, dire à mon frère que son enfant le haïssait, était une cruauté insoupçonnée. Plus que de la cupidité, c'était du sadisme. Baptiste jouissait de ce pouvoir de murmurer du poison à l'oreille d'un homme sans défense. Sa main se tendit vers mon visage. Il allait me désorienter. Le prédateur s'était trop approché du piège. Alors que sa main planait à quelques centimètres de mon visage, la mienne jaillit de sous les couvertures. Je ne bougeais pas comme un vieil homme, mais comme un serpent. Mes doigts se refermèrent sur son poignet. Je l'écrasai. Ma poigne, religieusement entretenue, serra les os délicats, provoquant une agonie brûlante. Baptiste haleta, un son étouffé. Il tenta de retirer sa main, mais j'étais une encre inébranlable. J'ouvris les yeux. La lune filtrait, assez pour qu'il voie le blanc de mes yeux. Je ne sciais pas. Je fixai son visage terrifié. Baptiste se figea, le cerveau incapable de comprendre. Le mouton avait mordu le loup. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il d'une voix tremblante. Il tenta de se dégager, mais ma prise se resserra, faisant craquer les tendons de son poignet. Ma voix rocailleuse fut un murmure de cauchemar. « Je suis la chose qui vit dans l'obscurité, Baptiste. » Sa panique grandit. « Lâchez-moi, vous êtes fou !» Je continuai sans émotion. « Tu aimes effrayer les vieux, leur faire croire qu'ils perdent la raison. » Je le tirai vers moi. La sueur perlait sur son front.
L'odeur de sa peur m'enveloppait. Ce n'est pas moi que tu devrais effrayer, Baptiste, mais celui que tu devrais fuir. Je n'ai pas de démence, et je n'oublie pas. Je serrai plus fort. Un craquement retentit. Baptiste gémit de douleur. S'il vous plaît, arrêtez, vous me faites mal. Je souris, découvrant mes dents. Bien, murmurai-je. Maintenant tu sais ce que c'est que d'être impuissant. Les monstres sont sous le lit, Baptiste, et ce soir, le monstre te tient. Je le tins encore quelques secondes, pour qu'il n'oublie jamais ce sentiment d'impuissance. Puis je le relâchai brusquement. Il trébucha, tomba sur le tapis, serrant son poignet douloureux. Il recula sur le sol, effrayé, cherchant à s'éloigner. « Dehors !» dis-je, l'ordre implacable. Baptiste se releva en haletant, me regarda, les yeux écarquillés d'horreur. Il ne voyait plus Léo, mais quelque chose qui le terrifiait. Il s'enfuit. J'entendis sa course effrénée, la porte de sa chambre claquer et le verrou. Je restai dans l'obscurité, écoutant le silence revenu. Un silence différent, non plus celui d'une tombe, mais celui d'un champ de bataille après la victoire. Je regardais ma main, mes doigts raides mais puissants. Je pensais à Léo, à ces nuits où il avait tremblé, croyant perdre la raison sous les mensonges de ce lâche. Une colère froide me nouait les entrailles. J'allumai la lampe de chevet. Baptiste avait baissé le débit de l'appareil à oxygène. Je le rétablis. Ce n'était plus une simple querelle, mais une tentative de meurtre insidieuse. Baptiste, assassin sans courage, voulait que la nature fasse le travail, accéléré par la peur. Je me dirigeais vers la fenêtre. Demain, la guerre s'intensifierait. Baptiste, avec son poignet et son ego meurtri, serait paranoïaque, se demandant si cette nuit était réelle. Et je serais prêt. Je retournai au lit. Je m'allongeai avec un sourire, repensant au regard de Baptiste. Il était venu chercher un fantôme et en avait trouvé un. Aux mains d'acier, au cœur de feu. Le tourment de Baptiste Dubois avait commencé. Le soleil inondait la chambre à 6 heures du matin. Mon instinct de commando marine m'avait réveillé. Je m'étirai. L'affrontement n'était qu'une escarmouche. La guerre ne faisait que commencer. Je pris les médicaments de Léo sur la table de chevet. La bouteille, étiquetée déoxine pour insuffisance cardiaque, semblait officielle. Mais en examinant les pilules blanches et rondes, je fronçai les sourcils. J'avais vu du Doxin. Ces comprimés n'avaient aucune marque. Leur odeur de craie et d'agrumes, leur goût sucré et leur dissolution instantanée me glacèrent le sang. Ce n'était pas un médicament pour le cœur, mais un simple placebo. Je vidai la bouteille. Toutes les pilules étaient en fausse. La vérité me frappa de plein fouet. Baptiste ne se contentait pas de tourmenter Léo. Il l'assassinait lentement. En remplaçant ses médicaments, il garantissait un affaiblissement progressif menant à une crise cardiaque naturelle, sans autopsie. Il hériterait de tout. Je ramassai les fausses pilules dans un mouchoir, les fourrant dans ma poche comme preuve. La rage me secouait, brouillant ma vision. Mon instinct hurlait de le traîner hors de son lit et de le battre. Mais je devais être plus intelligent, rester un fantôme. Dans la salle de bain, j'ouvris l'armoire à pharmacie. Il me fallait une contre-attaque immédiate qui blesserait son ego plus que son corps. Mes yeux s'arrêtèrent sur une bouteille bleue de citrate de magnésium, un puissant laxatif. Le sourire aux lèvres, je pris toute la bouteille. La dose adulte était d'un demi-verre. Je descendis à la cuisine. La femme de ménage n'était pas encore là. Je mis en marche la machine à expresso, son arôme emplissant l'air. Je pris la tasse préférée de Baptiste avec le boss gravé en lettres d'or. Ironique. Je versai un double expresso fort, puis le liquide de la bouteille bleue, sans mesurer, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Je touillai vigoureusement. L'amertume du café masquerait parfaitement le goût du laxatif. Baptiste descendit les escaliers, tiré à 4 épingles dans son costume anthracite, l'air fatigué, le poignet bandé. Il me vit, grommela un « Vous êtes matinal ?» puis attrapa une bouteille d'eau et la but avidement, sa gorge sèche trahissant sa peur. Jouant le beau-père contrit, je lui tendis la tasse. « Je vous ai fait du café, Baptiste. Je voulais m'excuser pour hier soir. J'ai fait un cauchemar, j'étais confus. » Il me regarda avec méfiance, mais son ego prit vite le dessus.
Confus, oui, rétorqua-t-il sèchement. Vous avez failli me briser le poignet. Si vous me touchez encore, je vous envoie en établissement psychiatrique. Il m'arracha la tasse, le mot, le boss, brillant. J'acquiesçai. Ça n'arrivera plus. Je veux juste aider. Baptiste renifla le café, grimaça après une gorgée. C'est ta mère, se plaignit-il. Je l'ai fait fort, comme vous l'aimez pour votre grande réunion, dis-je. Il sourit d'un air suffisant. Exact. À 9 heures, je réunis le conseil. Je vire 3 de vos fidèles aujourd'hui, Léo. À midi, cette entreprise sera sous mon contrôle. Vous devriez être reconnaissant que je fasse le travail que vous êtes trop faible pour accomplir. Il vida la tasse d'un trait, la claqua sur le comptoir. Ne m'attendez pas, on fêtera ça ce soir. Il attrapa sa mallette et partit pour le garage. Je le regardais monter dans sa Porsche. Tasse et bouteilles de laxatif vides. Baptiste allait vivre une réunion mémorable. Je lus le journal. Vers 8 heures, Manon descendit, pâle, but un jus et remonta sans un mot, fantôme dans sa propre maison. À 9h30, le téléphone de Léo vibra. C'était Sarah, son assistante, à qui j'avais demandé des nouvelles. Le message : Monsieur Moreau, urgence au bureau. Réunion du conseil annulée. Je souris. Que s'est-il passé ? Soyez précise. Sa réponse fut rapide. Horrible. Monsieur Dubois transpirait à profusion pendant sa présentation. Il a pâli, n'a pas pu sortir à temps. Ça s'est passé en pleine réunion, devant les investisseurs de Tokyo. Les ambulanciers sont venus, croyant à une crise, mais c'était juste un désastre. Une pagaille totale. Il a été emporté sur une civière, sous les yeux de tous. L'odeur était insoutenable. Les investisseurs sont partis. Je posai le téléphone et m'enfonçai dans le fauteuil, secoué par un rire profond. Je pouvais l'imaginer. Le directeur financier arrogant, le ventre en eau, se souillant comme un enfant devant les pontes de l'industrie. Baptiste, qui ne vivait que pour son image, était la risée de Marseille. Mais cette victoire était assombrie par le flacon de fausses pilules dans ma poche. Le laxatif était une farce. Le faux médicament, un crime. La porte s'ouvrit. 2 hommes en bleu, boîte à outils en main, entrèrent, surpris de me trouver là. « Monsieur Dubois nous envoie », dit l'un. Il a appelé de l'hôpital pour changer les serrures du bureau et installer une caméra dans le couloir. Mon rire s'éteignit. Baptiste n'était pas vaincu, juste blessé. Sa paranoïa le poussait à se protéger, à m'enfermer dehors et me surveiller. Je serrai la canne de Léo. « Rentrez chez vous, les gars », dis-je, ma voix basse et menaçante. L'ouvrier cligna des yeux. « Pardon ? Monsieur Dubois nous a payé pour un service d'urgence. » Je m'avançai, sans boiter, sans traîner les pieds, avec la démarche agressive d'un homme cherchant le combat. « Rentrez chez vous, à moins que vous ne vouliez expliquer à la police pourquoi vous êtes ici. » Ils me virent, non pas le cardigan et la canne, mais le commando marine. Ils ramassèrent leurs outils et reculèrent. Je verrouillai la porte derrière eux. La donne avait changé. Baptiste savait qu'il était attaqué. Humilié, furieux, il chercherait à se venger. Je pris le plus grand couteau de cuisine et le scotchai sous la table de la salle à manger, puis trouvai une petite boîte à outils. La phase suivante commençait. Si Baptiste voulait des caméras, sa propre maison allait se retourner contre lui. Les pilules dans ma poche prouvaient son intention de tuer. Le café était mon coup de semonce. C'était la guerre ouverte. La sonnette retentit à 14 heures. Baptiste, rentré de sa réunion désastreuse, émergea de son bureau après 3 heures, dans un nouveau costume, mais l'énergie frénétique qu'il dégageait trahissait sa rage. Je fis semblant de lire dans la bibliothèque, mes yeux rivés sur son reflet. Baptiste ouvrit la porte brusquement. Devant lui se tenait Saul Goldman, l'avocat de Léo depuis 40 ans, un homme respecté et redouté. Baptiste lui barra le passage. « Que voulez-vous, Saul ?» aboya-t-il. « Léo ne reçoit pas de visites aujourd'hui. Il est souffrant. » Saul ne sia pas. « Je ne suis pas un visiteur, Baptiste. Je suis son conseiller juridique et je n'ai pas besoin de votre permission. J'ai des documents qui requièrent sa signature immédiate concernant la fiducie successorale. » Baptiste rit, un son sec. « La fiducie est en cours de restructuration, Saul.
Léo m'a donné les pleins pouvoirs verbalement. Laissez-moi les papiers, je m'assurerai qu'il les signe quand il sera lucide. Pour l'instant, il est confus. Depuis la bibliothèque, sentant la colère monter face aux mensonges de Baptiste cherchant à isoler Léo, je me levai. Il était temps d'intervenir. Je sortis, m'appuyant lourdement sur ma canne, mais ma voix porta clairement « Laissez-le entrer, Baptiste ». Baptiste se retourna, choqué. Je vis la peur dans ses yeux, le souvenir de mon emprise et de l'humiliation du matin avant qu'il ne masque son agacement. « Léo, retournez dans votre chambre », claqua-t-il. « Vous n'êtes pas bien. J'expliquais à Saul que vous avez besoin de repos. » Je l'ignorais, le dépassai et tendis la main à l'avocat. « Bonjour Saul, merci d'être venu. » Saul, qui connaissait Léo depuis l'université, étudia mon visage. Il vit les contusions s'estompant sous le maquillage, ma posture. Ses yeux se plissèrent. « Bonjour Léo, » dit Saul prudemment. « Nous devons parler seuls. » Baptiste s'interposa. « Absolument pas. En tant que son soignant, je dois être présent. Léo serait capable de céder la maison pour un haricot magique si je ne le surveille pas. » Je fixai Baptiste. Je canalisai 40 ans d'expérience de commandement dans un seul regard. « Baptiste, dis-je, ma voix basse et posée, allez à votre bureau. Réglez le désordre de la réunion du conseil. Laissez-moi parler à mon avocat. Ou voulez-vous que je demande à Saul de lancer un audit des finances de l'entreprise dès maintenant ?» Le visage de Baptiste se vida de son sang. La menace d'un audit, son talon d'Achille, était insoutenable, surtout avec ses dettes de jeu. Il serra la mâchoire, les poings fermés, réalisant qu'il était déjoué. « Bien, cracha-t-il. 10 minutes. Ensuite, je reviens vous surveiller. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit, Saul. Il délire. » Il s'éloigna vers la cuisine, claquant la porte. Je fis signe à Saul de me suivre dans la bibliothèque. Je verrouillai les lourdes portes de chêne. Saul posa sa mallette sur le bureau et me regarda, silencieux. Il retira ses lunettes et les nettoya. « Vous n'êtes pas Léo, » dit-il doucement. Je souris, le premier sourire sincère depuis 2 jours. Toujours aussi perspicace, Saul. Léo marche sur la pointe des pieds à cause de ses pieds plats. Vous sur les talons. Et Léo n'aurait jamais menacé d'un audit, il aurait offert un thé à Baptiste. Je servis 2 verres de scotch. Je suis Vincent. Saul prit le verre. Vincent, le commando marine, celui que tout le monde dit fou. Je bus une gorgée. C'est ça. Léo est en sécurité au centre de soins pour vétérans. Nous avons échangé nos rôles. Je suis là pour faire le ménage, Saul, et j'ai besoin de votre aide. Saul but une longue gorgée. Il regarda la porte verrouillée, puis moi. Un lent sourire se dessina sur son visage. Je n'ai jamais aimé ce Baptiste. Il traite votre frère comme un distributeur de billets. Mais Léo ne me laissait rien faire. Il est trop doux. Il n'est pas doux, corrigeai-je. Il est bon, et la bonté est un fardeau face à une vipère. Saul hocha la tête. Quel est le plan, Vincent? Si Baptiste découvre qui vous êtes, il appellera la police. Qu'il essaie, dis-je. Mais avant cela, j'ai besoin de preuves. Je savais qu'il abusait de Léo, le volait et tentait de le tuer avec de faux médicaments. Je montrai à Saul les pilules. Son visage se durcit. Après examen, il confirma « C'est grave. Tentative de meurtre. Il nous faut des preuves solides, pas seulement quelques pilules que Baptiste pourrait attribuer à la démence de Léo. » J'ai besoin d'yeux, Saul, pour enregistrer tout ce qu'il fait. Saul ouvrit sa mallette, en sortit 4 mini-caméras dissimulées en vis. Ce sont des caméras sténopées audio et vidéo haute définition. Vision nocturne, expliqua-t-il, transmettant à un serveur cloud sécurisé. Parfait, dis-je. Nous avons défini les emplacements. Chambre principale, bureau de Baptiste, salon et bibliothèque. Saul me tendit les dispositifs. À toi de les installer, Vincent, dans les détecteurs de fumée ou les bouches d'aération, quelque part en hauteur et de façon permanente. Je les empochai. C'est fait. La poignée s'agita violemment. Le temps était écoulé. La voix furieuse de Baptiste perça le bois. « Ouvrez cette porte !» Saul but son scotch d'un trait. « Allez-y, commando !» Je déverrouillai. Baptiste me poussa,
jetant un regard suspicieux à Saul. De quoi parliez-vous? Je clignai des yeux. Le... le bateau, Baptiste. Je veux acheter un bateau. Baptiste leva les yeux au ciel. Vous ne savez pas naviguer, Léo. Vous avez le mal de mer dans une baignoire. Vous voyez, Saul, il perd la tête. Saul ramassa sa mallette. Je préparerai les papiers pour le bateau, Léo. Bonne journée, Baptiste, et essayez de ne plus avoir de accident au bureau. Les notes de pressing coûtent cher. Saul sortit, laissant Baptiste fulminer. Je me traînai vers les escaliers, les caméras en poche. Où allez-vous? Exigea Baptiste. Faire une sieste, marmonnai-je. Cette discussion m'a fatigué. Sur le palier, je me retournai. Baptiste composait frénétiquement un numéro. Il appelait les Loan Sharks, son plan pour l'entreprise ayant rencontré un obstacle. Je ne fis pas de sieste. J'installai la première caméra dans le détecteur de fumée de la chambre. La maison allait devenir le piège de Baptiste. Menaces, mensonges, cruauté, tout serait filmé. En plaçant la deuxième caméra dans la bouche d'aération du salon, j'entendis Baptiste hurler dans son téléphone en bas. « J'ai besoin de plus de temps. Le vieil homme respire encore. Je ne peux pas l'étouffer avec un oreiller, n'est-ce pas? Ça doit avoir l'air naturel. » Je pressai la caméra en place. « Je t'ai eu, » murmurai-je. La lumière rouge clignota et s'éteignit. L'enregistrement avait commencé. Baptiste Dubois venait de signer son arrêt de mort sans le savoir. Je descendis de la chaise et attendis le coucher du soleil. Le trajet vers Moreau Holdings fut silencieux. Un compte à rebours. Baptiste conduisait sa Porsche agressivement, tentant de me déstabiliser. Je n'avais pas mis les pieds dans l'entreprise de mon frère depuis 20 ans. Pour moi, une tour de verre. Pour Léo, le travail de sa vie. À mes côtés, l'homme qui tentait de tout lui voler. Nous nous garâmes. Baptiste ne m'ouvrit pas la porte. Il attrapa sa mallette et marcha vers l'ascenseur. Je pris mon temps, ajustai ma veste et le suivis lentement. Je devais être son fardeau. À l'étage du penthouse, l'atmosphère changea. Les employés se figèrent. Leur regard était pour moi, pas pour Baptiste. « Bonjour, monsieur Moreau », dit la réceptionniste, Julia, avec une chaleur sincère. « Nous sommes si heureux de vous revoir. Nous pensions que vous étiez en congé sabbatique. » J'esquissai un sourire fatigué. « Merci, Julia. Heureux d'être de retour. » Baptiste s'interposa. « Il n'est pas de retour, Julia. Il est juste là pour signer des papiers. Il sera parti dans l'heure. Retenez tous mes appels et faites venir le notaire dans la salle de conférence. » Il me guida dans le couloir, agrippant mon coude, voulant que le personnel voie un Léo Moreau frêle. Mais je lus dans leurs yeux. Ils ne voyaient pas un leader en Baptiste, mais un usurpateur méprisé. Nous entrâmes dans la salle de conférence. Sarah, l'assistante de Léo, et un notaire étaient assis. Loyal, Sarah se leva en me voyant, le regard posé sur la main de Baptiste agrippant mon bras. « Monsieur Moreau ?» demanda-t-elle doucement. « Puis-je vous apporter quelque chose ?»« De l'eau, du thé ?» répondit Baptiste à ma place. « Il va bien. Nous avons juste besoin de sa signature pour le transfert d'autorité. Plus vite ce sera fait, plus vite il pourra se reposer. » Baptiste me tira une chaise, un ordre. Je m'assis. Sur la table, une épaisse pile de documents reliés, les papiers de transfert, le mandat de mort de l'héritage de Léo. Baptiste ouvrit le dossier à la dernière page, sortit un lourd stylo doré et le plaça dans ma main. « Juste ici, Léo, » dit-il, tapotant le X. « Signez. Je vous ai tout expliqué. Cela me permet de gérer les affaires. » Le notaire et Sarah me regardaient, les mains serrées. Je regardais la ligne de signature, puis le reste de la page. Je fis l'impensable. Je tournai la page en arrière. Baptiste soupira. « Léo, qu'est-ce que vous faites ?»« Je lis, » marmonnai-je. « Je veux lire. »« Vous ne pouvez pas comprendre ce jargon, » claqua-t-il. « C'est une clause standard. Signez et partons. » Je l'ignorais. Je tournai les pages, scrutant les chiffres des annexes. Je n'étais pas Léo, mais je connaissais les chiffres. En commando marine, j'avais géré des chaînes d'approvisionnement valant des millions, et je savais repérer les surfacturations. Mes yeux s'arrêtèrent sur les projections trimestrielles. Frais de conseil, Apex Solutions, 300 000 €. 2 pages plus loin, honoraires,
Apex Solutions, 200 000 euros. Je levai les yeux vers Sarah. Qui sont Apex Solutions? Ma voix rauque mais claire. Baptiste se figea. Sarah, surprise, répondit: Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai jamais vu de facture. Baptiste gère personnellement les comptes fournisseurs. Je me tournai vers Baptiste. Il transpirait. C'est une nouvelle firme de marketing, Léo? Dit-il trop vite. Des trucs numériques? Vous ne comprendriez pas. Je repris le document et sortis une vieille calculatrice. Baptiste rit nerveusement. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec une calculatrice. Signez le papier, Léo. 300 000 plus 200 000, marmonnai-je. Un demi-million, Baptiste. Pour du marketing, alors que vous avez viré le département le mois dernier pour économiser. Mon regard était perçant. Pourquoi payer un demi-million à une entreprise inconnue de Sarah, dont l'adresse est une boîte postale aux Caïmans? Le visage de Baptiste devint rouge. Donnez-moi ça. Il tenta de saisir le document, mais je frappai la table. Je n'ai pas fini, hurlai-je. Le notaire sursauta, Sarah haleta, Baptiste recula. Je passai à entretien des véhicules, 80 000 euros. Je fixai Baptiste. Pas de flotte. Quels véhicules à ce prix? Ta Porsche et ton bateau caché? Baptiste tremblait. Dehors, ordonna-t-il. Non, Sarah, reste, aboyai-je. Sarah, l'espoir aux yeux, tint bon. Je me levai, sans canne, et me penchai. Baptiste, grondai-je, ce n'est pas un transfert, c'est un vol. Tu saignes l'entreprise. Me crois-tu trop stupide? Je saisis le stylo. Baptiste crut à une attaque. Je déchirai le document. Je ne signe rien, déclarai-je. Demain, audit complet des 6 derniers mois. Si un euro manque, tu es viré. Baptiste tremblait de rage et d'humiliation. Il me regarda, puis les papiers déchirés. La peur disparut, remplacée par une froide détermination. Il comprit. J'étais une menace. Ma survie signifiait sa prison. Baptiste rajusta sa veste, forçant un sourire douloureux. « Très bien, Léo, dit-il, voix vide. L'audit aura lieu. Rentrons. Tu as l'air fatigué. » Son silence m'effraya. Nous allâmes à l'ascenseur. Sarah me chuchota « Merci ». Je me concentrai sur Baptiste. Son regard dans le reflet, celui des ennemis en jungle, trahissait un homme à bout d'options. Il ne pensait qu'à m'empêcher d'arriver à l'audit. Baptiste Dubois venait de décider de me tuer. L'ascenseur tinta. Dans le garage froid, j'empoignai ma canne, une arme. Baptiste ordonna de monter. Il marqua une pause, calculant. Le retour serait dangereux, la nuit mortelle. Je touchai la poche des fausses pilules. J'avais humilié le diable. Il me fallait survivre. Le trajet fut tendu et silencieux. Baptiste me déposa et fila, prétextant un rendez-vous urgent. Je savais qu'il allait m'enterrer avant l'audit. Son absence m'offrait une courte fenêtre pour la partie la plus douloureuse. Manon. Je la trouvai dans le jardin d'hiver, parmi les orchidées. Manon était assise, regard vide, une bouteille de chardonnay à moitié vide à 14 heures. Je l'observais. Elle ressemblait à sa mère, mais là où celle-ci était résiliente, Manon paraissait brisée. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine recollée. C'était la fille que Léo avait adorée, celle qui l'avait laissée se faire humilier. Je devais savoir si ma nièce était perdue à jamais sous cette façade de luxe. J'entrai. Ma canne claqua. Manon ne leva pas les yeux, buvant une gorgée de vin, main tremblante. « Papa ?» dit-elle d'une voix neutre. Baptiste a appelé. Il a dit que tu avais fait une scène au bureau, l'humiliant devant le personnel. Je m'assis. Il volait, Manon, dis-je. Il détourne des millions de l'entreprise, il nous ruine. Manon soupira, son lasse qui m'irrita. Elle fit tournoyer le vin. Et alors, murmura-t-elle. Ces mots me frappèrent plus fort que les coups de Baptiste. Je me penchai. Manon, c'est ton héritage, le legs de ton grand-père. Ton mari le détruit pour ses dettes de jeu. Il me fait du mal. Tu as vu mes ecchymoses hier soir. Elle me regarda enfin, yeux rougis et vitreux. Aucune surprise, juste une résignation. Je sais, dit-elle. Je sais pour le jeu, les dettes et les abus. J'insistai. Tu sais qu'il me frappe. Tu sais qu'il trafique mes médicaments. Manon tressaillit,
détournant le regard. Je ne savais pas pour les médicaments, marmonna-t-elle. Mais je sais qu'il peut être violent. Il a un tempérament, papa. Tu dois juste arrêter de le provoquer. Signe les papiers, laisse-le gérer. Si tu lui donnes ce qu'il veut, il se calmera. Il l'a promis. Une colère froide m'envahit. Elle marchandait ma vie pour sa paix. Pourquoi restes-tu avec lui, Manon ? Demandai-je, ma voix douce mais ferme. Pourquoi protèges-tu un homme qui traite ton père comme un chien et toi comme un trophée ? Elle rit, un son amer. Papa, regarde autour de toi. Cette maison, mes vêtements, notre vie. J'ai 32 ans, je n'ai jamais travaillé. Baptiste s'occupe de tout. Si je le quitte, que me reste-t-il ? Une entreprise ruinée ? Un scandale ? Je ne peux pas être pauvre, papa. Je ne peux pas être seul. Je la fixais. C'était la pourriture, l'infection. La bonté de Léo l'avait gâtée. Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Pas seulement l'argent. Manon vida son verre, en versa un autre, main tremblante. Il a une petite amie, lâcha-t-elle. Je le soupçonnais, cette société écran finançait sûrement une maîtresse. Elle s'appelle Tiffany, continua-t-elle, les larmes coulant. Elle a 22 ans, mannequin Instagram. Il lui a acheté un appartement et une voiture en ville, avec l'argent de l'entreprise. « Et tu tolères ça ?» demandai-je, ma voix un murmure. Manon s'essuya le visage, étalant son mascara. « Quel choix ai-je ? Si je divorce, il a menacé de publier des choses, photos, vidéos. Il a dit qu'il m'humilierait, m'empêchant de me montrer en société. Alors, on a fait un marché. Je le laisse faire ce qu'il veut, avoir l'entreprise. En échange, il me garde comme épouse, continue de m'acheter de belles choses et on fait semblant que tout est parfait. » Elle me regarda, yeux suppliants. « S'il te plaît, papa, signe les papiers. Laisse-le avoir l'entreprise. Qui se soucie de l'argent ? Si tu signes, il sera heureux, il nous traitera mieux. On pourra revenir à avant, juste exister. S'il te plaît, ne le combats plus. Je ne supporte plus les disputes. » Je cherchais ma nièce, la petite fille qui courait dans mes bras avant la guerre. Manon avait fait son choix. Elle avait vendu son âme pour le confort, son père pour des boucles d'oreilles et un abonnement au club. Prête à nous laisser mourir, Léo et moi, juste pour éviter un scandale. Elle n'était plus une victime, mais une collaboratrice, aussi coupable que Baptiste. Je me levai lentement. « Manon, tu me demandes de me suicider pour ton confort. » Elle sanglota. « Je ne comprends pas. »« Je comprends, » rétorquai-je froidement. « Tu es une lâche. Ta mère aurait honte. »« N'ose pas mêler maman, » s'écria-t-elle. Je me dirigeai vers la porte. « J'ai fini. Tu as fait ton pacte. Vis avec. Je ne signe rien. Et je ne mourrai pas pour toi. »« Papa, attends, » cria-t-elle, son verre se brisant. Je ne me retournai pas et sortis. Mon cœur était lourd. Dans mon esprit, je rayai Manon de ma liste. Elle avait choisi le camp de Baptiste. Le couperet tomberait aussi sur elle. Dans la cuisine, mes mains étaient fermes. Le commando marine avait pris le dessus. Baptiste entra, défait, en sueur. « Où est Manon ?»« Dans le salon. »« Saoul, ricana-t-il. Vache inutile. » Il me bouscula. « À mon bureau. Reste en dehors de mon chemin, le vieux. » La porte claqua. Je sortis mon téléphone, ouvrant l'application des caméras. Baptiste faisait les 100 pas, marmonnant. Il ouvrit le coffre derrière une peinture, en sortit diamant brut et un revolver 38 spécial. L'arme dans sa ceinture, les diamants en poche. Il composa un numéro. « C'est moi, » dit-il. « C'est fait. Je le fais ce soir. Fini les accidents. Je simule un cambriolage qui tourne mal. Le vieil homme se défend. Pan. C'est propre. J'aurai l'argent d'ici le matin. » Je fermai l'application. Baptiste voulait m'exécuter. Le temps des jeux révolus, je devais préparer la zone d'abattage. Au garde-manger, je pris ruban adhésif et fil de pêche. Baptiste voulait un cambriolage qui tourne mal. Il serait le seul brisé. Je jetai un œil vers Manon qui pleurait. Elle avait choisi l'homme armé. « Adieu, fille, » murmurai-je. Cette maison allait devenir mon champ de bataille. La maison était silencieuse. Baptiste était dans son bureau. Manon inconsciente. Il me fallait mobile et preuve.
J'attendais qu'il quitte son bureau. La porte claqua, ses pas vers la chambre. Il allait se doucher. Je sortis de l'ombre de la cuisine, sans ma canne. Je me suis déplacé avec la discrétion d'un commando marine. La porte du bureau, verrouillée, n'était qu'un défi d'amateur. Avec un trombone et une lame d'essuie-glace, je forçai le verrou. Je me glissai à l'intérieur, refermant la porte sans bruit, mais la laissant déverrouillée. L'odeur du cigare froid et de la peur stagnait. Je me dirigeais vers la peinture de chasse à cour, derrière le coffre-fort mural. J'avais vu Baptiste entrer le code. Gauche 32, droite 10, gauche 55. Je tournai la molette, le mécanisme cliqua, la poignée céda. J'ouvris la porte. Ignorant diamant et revolver, je saisis les registres. Ce que je découvris me glaça le sang. Ce n'étaient pas des dettes de jeu, mais un carnage financier. Baptiste avait tout perdu. 5 millions d'euros dus au syndicat Petravic, un cercle criminel marseillais. L'échéancier montrait des paiements manqués et un avertissement d'hier, paiement intégral ou nous prenons la femme. Cela expliquait son désespoir, sa tentative de meurtre sur Léo et sa volonté de livrer Manon. Baptiste rachetait sa vie en sacrifiant Léo à la mafia et ma nièce en garantie. Je photographiais chaque page. Taux exorbitant, menaces explicites. Baptiste avait un mobile de 5 millions pour tuer Léo ce soir. Soudain, des phares balayèrent les rideaux. Une Porsche rugissait dans l'allée. Baptiste était de retour. J'avais mal calculé. Les pas n'étaient pas ceux d'un homme montant, mais un aller-retour pour déplacer sa voiture, sans doute pour une fuite ou un signal. La porte d'entrée s'ouvrit, des pas affolés fonçant vers le bureau. En quelques secondes, je repoussai les registres, glissai le sac dans le coffre, refermai et remis la peinture en place juste avant que la poignée ne tourne. Impossible de fuir. Je me glissai sous le lourd bureau en acajou, contrôlant ma respiration. Baptiste entra brusquement. Par la fente, je vis ses mocassins. Il arpentait la pièce en marmonnant, cherchant quelque chose. Il frappa le bureau, s'assit, le cuir grinça. À quelques centimètres de moi, sans armes, coincé avec un homme armé d'un 38, je restai immobile. Son téléphone sonna. Il décrocha en haut-parleur. Une voix froide exigea l'argent. Baptiste supplia. Il promettait l'obtenir le soir même, parlant d'un accident, d'un cambriolage, d'assurance. La voix refusa, menaçant sa fille si l'argent n'arrivait pas avant 9 heures. L'appel coupa. Baptiste hurla, frappant le bureau, puis murmura qu'il devait agir tout de suite. Il contourna le bureau. Je me préparais à bondir s'il me voyait. Il s'arrêta tout près, fouilla la corbeille, vérifia un papier, puis repartit. Paranoïa. À la porte, il lança qu'il venait chercher Léo, éteignit et sortit. Je restai immobile encore un moment, puis me glissai dehors. J'avais les photos et la preuve de la conversation. Il n'attendrait pas la nuit. Il agirait maintenant. Il était 19h30. Je devais préparer la scène. Baptiste pensait monter un cambriolage, mais il tomberait dans un piège. Je quittai le bureau avec mon passe-partout et gagnai la cuisine dans l'ombre. Le chasseur revenait, attiré par 5 millions de dettes. Je touchai ma cicatrice sous le maquillage et murmurai qu'il pouvait venir. Dans la chambre d'amis, je vérifiai les caméras. Baptiste transportait savon et huile entre la salle de bain et le placard. Sa méthode était claire. Une chute accidentelle. L'assurance paierait. J'éteignis le téléphone, sortis le sachet de sirop et de colorant rouge, le cachai derrière l'oreille. Ce n'était plus seulement un piège, mais une mise en scène. Je sortis dans le couloir, ma canne frappant le parquet pour annoncer mon arrivée. Baptiste apparut en peignoir blanc, l'air inquiet. Il prétendit avoir préparé un bain pour les douleurs. Ses mains tremblaient. Je répondis faiblement et le laissai me guider vers la salle de bain. La vapeur parfumée masquait à peine la pellicule luisante d'huile et de savon sur les carreaux de marbre près de la baignoire. Un piège presque invisible, mais pour un œil entraîné, il se voyait comme une mine. Un homme de 68 ans y glisserait, se briserait. Baptiste s'arrêta sur le seuil. « Je vais te chercher une serviette propre, » dit-il en reculant. « Vas-y, Léo, détends-toi. » Il disparut, me laissant seul face au piège. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment.
Pénétrant dans la salle de bain, je refermai la porte à moitié pour la caméra. J'avançai vers la baignoire, évitant la zone glissante. Je savais chuter, mais, cette fois, l'impact devait être réel. Je me positionnais, lâchais le rebord du lavabo et me jetais violemment en arrière. Je claquais le sol de ma main pour simuler le bruit, écrasais la poche de faux sang et poussais un cri de douleur bref et perçant, le souffle coupé. Je restais immobile, étalé sur le sol, la tête près du coin de la baignoire. Le sirop rouge suintait de mes cheveux, formant une flaque sombre sur le marbre. Les yeux clos, je retins ma respiration, ralentissant mon cœur pour une immobilité totale. Le silence, hormis le gargouillis de l'eau. Après de longues secondes, j'entendis des pas lents. Baptiste apparut sur le seuil, figé, fixant mon corps et le sang. Il ne se précipita pas. Évitant la tache d'huile avec une grâce suspecte, il s'approcha et se pencha sur moi. « Léo », murmura-t-il. Je ne bougeais pas. Sa main tremblante plana au-dessus de mon cou, cherchant mon pouls sans le trouver, ou sans vouloir. Il retira sa main, se redressa et me glaça le sang. Il sourit. Un rictus de soulagement, une grimace grotesque. Il passa une main dans ses cheveux et souffla. Enfin, il sortit son téléphone. Je crus un instant qu'il appellerait les secours, mais il ouvrit l'appareil photo. J'entendis le déclic. Il prenait des clichés de mon cadavre, des preuves pour le syndicat Petravic, assurant ses 5 millions. Il rangea son téléphone. Son visage se durcit, la peur remplacée par l'arrogance. « Tu aurais dû signer les papiers, vieil homme », ricana-t-il. Puis il arma son pied et me donna un coup violent dans les côtes. La douleur fut vive. Je dus me mordre la joue pour ne pas gémir. Il voulait s'assurer que je ne simulais pas, m'infliger une dernière humiliation. « Adieu, Léo !» Il tourna les talons et quitta la salle de bain, s'éloignant vers la cuisine. J'entendis un placard vitré s'ouvrir, puis le cliquetis d'une bouteille. Il se servait un verre, célébrant déjà sa victoire. Il allait me laisser là, me vider de mon sang 20 ou 30 minutes avant d'appeler la police et de jouer le rôle du fils éploré. J'ouvris les yeux. Le sang me collait au cou, mes côtes endolories par le coup. Mais en moi, il n'y avait qu'une froide détermination. Je m'assis lentement, essuyant le sirop de maïs de mon visage. La caméra cachée dans la ventilation avait tout enregistré. Le piège, le sourire, les photos, le coup de pied. Baptiste Dubois n'était plus un simple voleur ou fraudeur. Il était un meurtrier aux yeux de la loi. Je me levai, raide et couvert de cette substance rouge et collante, mais me sentais plus fort que jamais. Je me lavai le visage au lavabo, regardant l'eau rouge tourbillonner. C'était comme si je lavais les derniers vestiges de ma pitié. Je n'attendrai pas qu'il appelle la police, ni le laisserai contrôler le récit. Je me séchais, vérifiais mon apparence dans le miroir. J'avais l'air d'un revenant. Parfait. Je sortis de la salle de bain, non vers la porte d'entrée, mais vers la cuisine. Baptiste était près de l'îlot, sirotant un scotch, le dos tourné et fredonnant, l'air satisfait. Je m'arrêtai dans l'encadrement de la porte, agrippant le montant de mes mains tachées de sang. Je parlais simplement de ma voix normale, celle de Vincent. C'était une erreur, Baptiste. Baptiste se figea. Le verre glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Il se retourna lentement, son visage passant du rouge à une pâleur fantomatique en un instant. Il me regarda, debout, couvert de sang, mais vivant, avec des yeux de loup. « Tu es mort », balbutia-t-il. « Je t'ai vu. » Je fis un pas, sans boiter. « Tu as vu ce que tu voulais voir, Baptiste ? Un vieil homme mourant. Mais tu n'as pas vérifié le pouls. Tu ne vérifies jamais les détails. C'est pour ça que tu échoues. » Il recula jusqu'à heurter le réfrigérateur. « Comment es-tu debout ?» Je souris, du même sourire froid que la veille dans la chambre. « Parce que je ne suis pas Léo, » murmurai-je. Ses yeux se posèrent sur le bloc de couteau. « Ne fais rien, » dis-je. « La police est en route. Mon avocat et la caméra de la salle de bain ont tout enregistré. Le coup, le sourire, les photos. C'est terminé. » Baptiste leva les yeux vers la ventilation. La vérité le frappa. Le piège n'était pas pour moi, mais pour lui.
Il s'effondra contre le réfrigérateur, glissant au sol au milieu des éclats de verre. Il enfouit sa tête dans ses mains. Non, gémit-il. Non, non, non. Je m'approchai, le dominant de ma longue ombre. Dans 10 minutes, les sirènes retentiront. Profite de ce verre, Baptiste. C'est le dernier que tu apprécieras avant 20 ans. Je tournai les talons, le laissant tremblant sur le sol de la cuisine. Le cadavre avait marché et le jugement était arrivé. Le trajet en ambulance fut le moment le plus relaxant de ma semaine. J'avais prétexté la confusion et des douleurs thoraciques pour une extraction tactique, assurant mon départ en toute sécurité et justifiant l'absence de Léo au gala de ce soir. Alors que la sirène déchirait la nuit, je m'allongeai sur la civière et souris. Baptiste ne me suivrait pas. Il était trop occupé à noyer sa terreur dans le scotch. À l'hôpital, je signai ma sortie contre avis médical dès que les ambulanciers eurent le dos tourné. Je marchai 3 pâtés de maison jusqu'à un dîner où un van noir m'attendait. La porte latérale s'ouvrit sur mon escouade. Gunner, l'ancien artilleur en fauteuil au bras de bûcheron. Tex, le tireur d'élite borgne à la visée intacte. Doc, qui m'avait rafistolé tant de fois. Et au volant, Big Mike, l'homme de peu de mots qui terrorisait tous ceux qu'il croisait. Nous roulions en silence vers le refuge, un motel près de l'aéroport, où j'avais mis Léo à l'abri. Nos retrouvailles étaient purement opérationnelles. J'ouvris la porte de la chambre. Léo était assis sur le bord du lit, fixant le mur, mal à l'aise dans mes vieux vêtements. Il se leva, ses yeux scrutant mon visage. « C'est fait ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. « La première phase est terminée, » dis-je en me servant un verre. Baptiste te croit en pleine crise psychotique et me prend pour un fantôme. Il est terrifié et désespéré, ce qui le rendra imprudent. J'ouvris la housse que j'avais apportée, révélant un smoking bleu nuit sur mesure, l'armure de roi que Léo avait achetée pour son discours de remerciement au prix de l'entrepreneur de l'année. « Mets-le », ordonnai-je. Léo regarda le costume, puis moi. « Je ne peux pas, Vincent. Je ne peux pas y aller ce soir, le confronter. Il m'a poussé dans les escaliers. Il me tuera. »« Il ne te tuera pas, » répliquai-je d'une voix dure. « Parce qu'il ne te regardera pas, il nous regardera. » Je m'écartai et les 4 vétérans entrèrent. L'air s'alourdit, ces hommes qui avaient survécu au pire de l'humanité irradiant un calme dangereux. Léo les regarda, les yeux écarquillés. « Ils seront à sécurité ce soir, » expliquai-je. « Big Mike poussera mon fauteuil. Tu entreras 10 minutes après nous, accompagné de la police. » Léo déglutit. « La police ?» Je lui montrai la vidéo sur mon téléphone. Baptiste souriant devant mon corps inerte, le coup de pied, l'appel à la pègre. Saul a déjà tout envoyé au procureur. Le mandat d'arrêt est en cours. La police nous a promis 10 minutes d'avance. Ils savent que nous avons un compte à régler. Léo toucha l'écran, voyant Baptiste frapper son corps. Quelque chose changea en lui. La peur fit place à une résolution froide. Il prit le smoking. « Je serai prêt, » murmura-t-il. « Bien. » Je le laissai et rejoignis les gars dans le van. Nous avions un dernier arrêt avant de nous mettre en position. Le gala se tenait à l'hôtel Grand Sterling, dans la salle de bal principale, un terrain neutre qui deviendrait une zone de non-retour. Pendant ce temps, Baptiste Dubois devait se convaincre d'avoir gagné. J'imaginais qu'il se regardait dans le miroir, lissant son smoking, vérifiant ses dents. Il se répétait que l'hallucination n'était que le stress et l'alcool. Il m'avait vu partir en ambulance. Pour lui, le problème était réglé. Le vieil homme à l'hôpital, le fantôme de la cuisine, un simple remords qui l'écraserait avec l'argent et les applaudissements. Il pensait à son discours. Son beau-père bien-aimé avait tragiquement décliné, lui confiant les pleins pouvoirs de l'entreprise avec sa bénédiction. Il demanderait un moment de silence, feindrait la tristesse, puis annoncerait la nouvelle direction de Morrow Holdings, menant tout droit aux poches du syndicat Petravik. Il se sentait invincible, l'euphorie d'avoir survécu à l'incident de la salle de bain, et le soulagement de mon départ devait être enivrant. Il se croyait plus malin que le destin, mais celui-ci, assis dans un van noir, vérifiant un Sig Sauer, n'appréciait pas qu'on le trompe. Nous arrivâmes à l'entrée de service de l'hôtel à 19h30. Big Mike montra un insigne qui n'était plus tout à fait légal,
et le gardien nous laissa passer. L'ascenseur de service nous mena à la mezzanine. De là, la salle de bal était magnifique. Lustres en cristal, tables de soie blanche, serveurs évoluant comme des nageurs synchronisés. Au centre, Baptiste arpentait la salle, un verre de champagne à la main, serrant des poignets. Radieux, il riait à des blagues insipides, charmant le conseil, parfait portrait du successeur idéal. Manon Dubois était là aussi, sa robe rouge tranchant sur sa peau pâle. Manon, pâle et visiblement terrifiée, se tenait à ses côtés, ses yeux fuyant vers la porte. Son silence la rongeait, elle savait. Je fis signe à Big Mike qui déplia le fauteuil roulant. Je m'y installai pendant que Gunner me bandait la tête pour simuler une blessure. L'impact visuel était crucial. En bas, Baptiste frappa son verre. Le silence se fit dans la salle. Au micro, sa voix assurée résonna. « Merci à tous d'être venus. Ce soir, nous célébrons un héritage, mais c'est aussi une nuit de transition. Comme beaucoup le savent, mon beau-père, Léo Moreau, a des problèmes de santé. » Un murmure de sympathie parcourut l'assemblée. Baptiste baissa la tête, jouant le gendre affligé. « C'est avec une grande tristesse que je vous annonce l'hospitalisation de Léo ce soir. Son esprit brillant n'est plus ce qu'il était. » Une rage froide me serra les entrailles. Il enterrait un homme vivant avec ses mensonges. Baptiste poursuivit, arborant un sourire courageux. Avant d'être emmené, il a clairement exprimé ses souhaits. Il voulait que l'entreprise avance, soit forte, et m'a demandé de la mener vers cet avenir. Des applaudissements polis éclatèrent, puis s'amplifièrent. Baptiste savoura l'adoration, certain d'avoir réussi son coup. Depuis les ombres de la mezzanine, je sortis un téléphone jetable. Le message à Baptiste était prêt. Il était temps de crever sa bulle. J'appuyais sur « Envoyer ». Sur scène, Baptiste levait son verre, criant « À l'avenir !» Son téléphone vibra violemment dans sa poche. Attendant sans doute un virement ou un message du syndicat, il ne put résister. Il sortit discrètement l'appareil, le sourire figé, et jeta un œil à l'écran. De 20 pieds au-dessus, je vis son monde s'écrouler. Son sourire glissa, ses yeux s'écarquillèrent. Sa main trembla si fort que le champagne déborda. Le message était simple. « Je sais ce que tu as fait la nuit dernière. Lève les yeux. » Terrifié, Baptiste leva lentement la tête. Son regard traversa la foule et les lumières pour se poser sur l'obscurité du balcon de la mezzanine. J'attendais. Je m'avançai juste assez dans la lumière pour qu'il me voie. Sans bandage, j'affichais le visage de l'homme qu'il croyait avoir tué. Je le désignai du doigt, comme un juge prononçant une sentence. Baptiste laissa tomber son verre, qui se brisa. Il recula, trébucha, renversant le micro dont le Larsen déchira l'air. « Il est là !» hurla-t-il, pointant le balcon vide où j'avais déjà reculé. « Le mort est là !» La foule, confuse, murmurait, voyant un homme en pleine crise de nerfs, la culpabilité manifeste. Je fis signe à Big Mike. « Bandage-moi », dis-je. « C'est l'heure du spectacle. » En bas, Baptiste hyperventilait, hurlant après des fantômes. Manon pleurait, les membres du conseil reculaient. Le piège était tendu. J'observais le chaos. Baptiste, seul sur scène, pointait l'endroit vide où je m'étais montré, le visage ruisselant de sueur. « Il est là! Sécurité, trouvez-le » cria-t-il, la voix brisée. La foule murmurait, voyant un homme s'effondrer. Baptiste s'effondrait. Manon tenta de l'approcher. « Baptiste, assieds-toi » Il la repoussa violemment. « Ne me touche pas. Il essaie de me piéger. » D'un signe à Big Mike, puis à Saul, via mon oreillette, j'ordonnais « Lance la vidéo ». Sur l'écran géant, le logo Moreau Holdings s'effaça pour une vidéo haute définition. La salle de bain, horodatée 19h15. Les invités virent Baptiste Dubois se pencher sur le corps inerte d'un homme âgé. Le sang s'étendait sur le marbre. Baptiste vérifia le pouls, puis un sourire grotesque de soulagement, magnifié, impossible à méprendre, illumina son visage. Un silence de mort s'abattit, Baptiste réalisant que son âme était mise à nu. Baptiste se retourna vers l'écran, ses genoux flanchèrent. « Non », gémit-il, « c'est un deepfake, de l'IA. » Mais la vidéo continuait.
Le public le vit photographier le corps, puis lui donner un coup de pied brutal. Un cri perça l'assemblée. L'illusion du gendre affligé volait en éclats. L'image s'estompa pour une onde sonore. L'enregistrement de l'appel depuis le bureau retentit. La voix menaçante d'un gangster emplit la pièce, suivie de la supplique de Baptiste. « Le vieil homme aura un accident, un cambriolage. J'aurai l'assurance demain matin. » L'accusation était incontestable. Baptiste avait vendu sa famille pour payer une dette de jeu. Manon, les larmes coulant, recula de Baptiste, le regard empli de dégoût, et quitta la scène. « C'est un mensonge !» hurla Baptiste à la foule. « Vous devez me croire. Léo est sénile, il a tout mis en scène, c'est lui le fou. » C'était mon signal. Big Mike me poussa hors des ombres vers l'ascenseur. À l'ouverture des portes, tous les regards convergèrent sur moi, bandé de la tête aux pieds, l'allure d'un homme revenu de la guerre. Big Mike me guida à travers la salle, mes roues faisant craquer le silence. La foule s'écarta, mon regard fixé sur Baptiste. Il me vit, ce fantôme roulant vers lui. Je m'arrêtai à 3 mètres de la scène. La salle entière était suspendue. De ma main blessée, je saisis le micro. « Bonjour Baptiste », dis-je, ma voix rauque et amplifiée portant dans toute la pièce. Baptiste secoua la tête. « Tu es mort. Je t'ai vu mourir. » Je souris froidement. « Tu as vu ce que tu voulais voir. Comme un distributeur de billets en regardant mon frère. Comme un pion en regardant ta femme. » Je désignai l'écran derrière lui, où l'image de son coup de pied était figée. « Tu as oublié la première règle du combat, Baptiste. Ne jamais croire l'ennemi mort sans t'être assuré de son pouls. Tu avais trop peur de salir tes mains précieuses. » Baptiste balaya la salle du regard. Les gardes et les policiers s'approchaient. Les murs se refermaient. Manon l'avait abandonné, l'issue bloquée par Big Mike et mes vétérans. Il me regarda et craqua. Son vernis de civilisation s'effritait, révélant l'animal apeuré qui mordait quand il était piégé. Un rugissement de frustration lui échappa. De sa veste de smoking, il sortit un couteau de table dentelé. « Reculez !» hurla-t-il, le brandissant vers la foule. Les invités les plus proches s'éloignèrent en catastrophe, renversant tables et verres. Je restai impassible dans mon fauteuil. Baptiste sauta de la scène, couteau en main, hurlant « Je pars d'ici, quiconque m'arrête sera coupé. » Ses yeux se posèrent sur moi. « C'est ta faute » siffla-t-il, s'avançant. Big Mike fit un pas, mais je le retins. C'était personnel. Baptiste rit follement. « Tu ne peux même pas te lever, juste nous et un couteau. » Il se jeta sur moi, rapide, le couteau levé vers ma poitrine. La foule hurla. Il me prenait pour Léo, un vieil homme sans défense. Il oubliait qui était vraiment assis là. Alors que le couteau s'abattait, je n'ai pas reculé. J'ai bougé. La leçon commençait. Baptiste fonça, le couteau visant ma poitrine. Pour les invités, c'était un meurtre au ralenti. Mais je n'étais pas sans défense. Au lieu de reculer, je me penchai. Ma main gauche jaillit, saisissant son poignet en plein vol. Le claquement résonna. Baptiste se figea, regardant son poignet, puis mon visage. Il sentit l'étau d'une main forgée au combat. Je serrai le point de pression et le couteau tomba sur le parquet. Je ne lâchai pas. « Je ne suis pas Léo », murmurai-je. Puis je me levai, sans effort, les bandages n'étant que des accessoires. Je le dominais. La foule haleta. L'invalide était devenu un géant. Baptiste trébucha, son poignet toujours pris. Il leva les yeux, le visage pâle. « Qui es-tu » balbutia-t-il. « Je suis les conséquences de tes actes, Baptiste, » dis-je, lui tordant le bras derrière le dos. Il gémit. J'aurais pu lui briser le bras, mais il devait sentir le poids de son erreur. « Tu aimes frapper les vieillards, les empoisonner, » grondai-je. « Voyons comment tu te débrouilles, dans un vrai combat. » Je relâchai son bras et le poussai. Il trébucha. La sortie était bloquée. La police avançait. Nulle part où fuir. La folie revint dans ses yeux. Il leva les poings. « Viens, vieil homme » hurla-t-il. Je secouai la tête. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de demander. » Il lança un coup désespéré vers ma mâchoire, lent et prévisible. Je glissai sous sa garde. Mon poing droit, dur et compact, porta 40 ans de discipline et de rage.
Je l'enfonçai dans son plexus solaire. Le bruit fut écœurant. Les yeux de Baptiste roulèrent, l'air quitta ses poumons. Il s'effondra, le visage contre terre, haletant. Je me tins au-dessus de lui. Il était brisé. « Reste à terre, dis-je. » Le sortilège se rompit. La salle éclata. Des policiers armés envahirent la scène, visant Baptiste qui se tordait au sol. 2 agents le relevèrent. Il haletait, fixant les menottes avec incrédulité. « Non, souffla-t-il. La foule, ils vont me tuer. Protégez-moi. » L'agresseur pleurait, suppliant la police. Je lui tournai le dos. Mon regard se porta vers le fond de la salle. Les portes s'ouvrirent. Léo entra, dans le smoking que je lui avais apporté. Il avançait lentement, appuyé sur une canne. Il observa le chaos, la police emmenant son gendre, la foule stupéfaite. Puis il me regarda et s'avança. La foule s'écarta, non par pitié, mais par admiration, comprenant le stratagème. Les jumeaux, la substitution. Léo s'arrêta devant moi, puis devant la voiture de police où l'on poussait Baptiste. « Léo !» hurla Baptiste. « Dis-leur que c'est une erreur. Je suis de la famille. » Léo, impassible, s'approcha. « Tu n'es pas de la famille ?» dit-il calmement. « La famille n'empoisonne pas la famille. La famille ne vole pas. » La porte claqua, étouffant les derniers cris de Baptiste. Manon accourut, le mascara coulant, sa robe écarlate criarde sous les gyrophares, agrippant le bras de Léo. « Papa, je ne savais pas. J'avais peur. Il m'a forcé. » Léo la regarda, retirant doucement sa main. « Tu savais, Manon, tu l'as regardé m'humilier. Tu as choisi ton confort plutôt que ma vie. » Face à ses sanglots, il fut sans appel. « Je te coupe les vivres, le fonds fiduciaire est gelé, les cartes de crédit annulées. Tu as 32 ans, il est temps d'apprendre à survivre seul. » Il lui tourna le dos. Manon resta seule, son monde s'écroulant, ayant tout perdu en misant sur le mauvais homme. Je posai ma main sur l'épaule de Léo. « Rentrons, mon frère. » Nous sortîmes de l'hôtel, 2 hommes âgés, identiques d'apparence mais différents d'esprit, unis par un lien que ni l'argent ni la violence ne pouvaient briser. 1 mois plus tard, j'étais assis au bord du quai de la Maison du Lac, ma ligne dans l'eau paisible. Le soleil couchant peignait le ciel de violet et d'or, une paix qu'on n'apprécie qu'après la guerre. Léo était à mes côtés, métamorphosé, les contusions disparues, il avait pris du poids, son teint était revenu, et il semblait avoir 10 ans de moins, libéré de ses faux médicaments. « Tu as eu des nouvelles de Baptiste ?» demanda Léo, fixant son flotteur. J'acquiesçai. Impossible de le rater, c'était partout aux informations. Baptiste était en prison de haute sécurité, attendant son procès pour tentative de meurtre, fraude et détournement de fonds. Mais la prison était le moindre de ses soucis. Le syndicat Petravic n'oubliait pas ses dettes. On disait qu'un accident sous la douche lui avait valu 2 jambes cassées en détention préventive. Terrifié, il savait que rejoindre la population générale marquerait sa fin. Il vivait dans la cage qu'il avait lui-même construite. « Et Manon ?» demandai-je. Léo répondit qu'elle travaillait comme hôtesse et l'avait appelé la veille, humble pour la première fois, souhaitant lui rendre visite sans parler d'argent. « Je lui ai dit qu'elle pouvait venir, mais en bus ?» ajouta Léo. Je ris de bon cœur, effrayant un canard. « Bien joué, Léo. » Nous restâmes silencieux. « Tu m'as sauvé la vie, Vincent, » murmura Léo. « Pas seulement de Baptiste, mais de moi-même. J'avais peur d'être seul et les laisser me traiter comme une ordure. Tu m'as appris qu'être seul vaut mieux qu'être entouré de gens qui blessent. » Je ramenai ma ligne. « Je ne t'ai pas sauvé, Léo. Je t'ai juste rappelé qui tu étais, un Moreau. Nous ne rompons pas. Nous pouvons plier, être meurtris, mais jamais brisés. » Mon frère n'était plus l'homme faible et tremblant que j'avais rencontré. Il était fort, maître de lui, ayant repris son entreprise, renvoyé les membres du conseil qui avaient soutenu Baptiste et créé une fondation pour les victimes de maltraitance envers les personnes âgées. Il avait transformé sa douleur en force. Je rangeai ma boîte de pêche. Le soleil avait disparu. « Je retourne au centre de soins pour vétérans demain, » dis-je. Léo me regarda. « Tu n'es pas obligé. Tu peux rester. La moitié de la maison est à toi,
L'entreprise aussi, si tu la veux. Je souris. Je sais, Léo, et j'apprécie. Mais j'aime ma vie simple, ma routine. Et puis, ajoutai-je en lui tapotant le dos, quelqu'un doit bien tenir ces jeunes infirmières en éveil. Léo rit, se leva et me serra dans une étreinte forte et assurée. Merci, mon frère, dit-il. N'importe quand, répondis-je. Je montai le quai vers la maison, ma canne frappant le bois. Je n'étais plus Vincent, le vétéran fou, ni un simple numéro. J'étais un frère, un protecteur. L'homme qui avait appris à un monstre qu'on ne s'en prend jamais à la famille. Je m'appelle Vincent Moreau. J'ai 68 ans. Si vous pensez que je suis trop vieux pour me battre, libre à vous d'essayer. Mais apportez un casque, vous en aurez besoin. C'est la fin de mon histoire. Souvenez-vous, traitez vos aînés avec respect. On ne sait jamais lequel d'entre eux pourrait être un loup endormi, attendant une raison de se réveiller. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.